Chers parents, chers amis, cher public, bonsoir et bienvenue au concours Mathèse en 180 secondes, ou MT 180, ou encore MT 180 si vous préférez, qui cette année se déroulera en ligne. Vous connaissez sans doute le principe de cet événement. 16 chercheuses et chercheurs de notre université vont vous présenter les résultats de leur recherche en 3 minutes, 180 secondes, pas une de plus. Quel est l'intérêt de l'exercice, allez-vous me dire? Alors, au-delà de l'aspect spectacle qui est indéniable, bien sûr, j'en vois au moins 2 d'intérêts. Premièrement, il y a un intérêt pour vous, cher public, car vous allez pouvoir prendre connaissance, pour la seule fois de l'année, peut-être, surtout cette année, de la recherche de pointe qui est menée à l'UNIL, et ceci en termes simples, clairs et intelligibles. En effet, nos jeunes chercheurs et chercheuses sont véritablement au front de la connaissance scientifique et les mieux placés pour vous en rendre compte dans un temps compté en choisissant les bons mots, les bonnes expressions, les postures les plus adéquates pour capter votre attention, mesdames et messieurs, et éveiller votre curiosité. Le second intérêt de cet exercice est pour les candidates et candidats eux-mêmes, puisqu'ils ont bénéficié d'un entraînement intensif à la communication, dont ils profiteront dans leurs futures activités, professionnelles ou privées d'ailleurs. Ceci n'a pas échappé à nos 2 partenaires de la soirée. En effet, tant la Fondation pour l'Université de Lausanne, la FUNIL, que la Fondation de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Fondation CVCI, ont à cœur de faciliter l'insertion professionnelle de nos diplômés, dont 95% ne suivront pas une carrière académique, soit dit en passant, et ainsi de valoriser leurs compétences acquises durant leurs études à l'université. La soirée va se dérouler de la manière suivante. Nous allons écouter les 16 concurrentes et concurrents en 2 groupes consécutifs, à la suite de quoi vous serez amenés à voter pour votre candidate ou candidat préféré, puisqu'il y aura un prix du public décerné en fin de soirée. Pour voter, il suffira de vous rendre à la fin du concours sur le site dont l'adresse apparaît derrière moi. En parallèle, un jury officiel que je salue au passage va désigner 3 lauréats et lauréates qui vont participer à la finale suisse qui aura lieu le 21 mai chez notre voisine l'EPFL et avec un peu de chance et surtout beaucoup de talent, à la finale internationale qui aura lieu à Paris le 30 septembre prochain. Les résultats du concours de ce soir seront visibles en ligne sur le site de l'UNIL dédié à ce concours et sur les réseaux sociaux environ 30 minutes après la dernière présentation. J'ai mentionné l'existence d'un jury officiel qui se trouve actuellement réuni sur Zoom et qui inclut ma collègue Déborah Philippe, vice-rectrice carrière et société à l'UNIL et présidente du dit jury. Le docteur Armand Brice Quadio, gagnant 2019 du concours UNIL MT 180, de Madame Francine Zambano, responsable de l'information à Unicom, UNIL, du professeur Nico Geldner de la faculté de biologie et médecine, du docteur Léonard Burnand, vice-doyen de la faculté des lettres, et de Madame Virginie Mater, dont le nom doit vous dire quelque chose, puisqu'elle est journaliste à la RTS. Sur quels critères est-ce que le jury va se baser pour évaluer les présentations? Eh bien, il y a 4 critères. Le premier, c'est celui du talent d'orateur ou d'oratrice et son implication, critère qui sera noté sur 6 points. Plus particulièrement, le jury va se demander si la personne a démontré des qualités d'orateur ou d'oratrice, voix claire et assurée, rythme, fluidité gestuelle, présence sur scène. Et d'autre part, est-ce que la personne a transmis sa passion pour son sujet d'étude, fait preuve d'humour? Est-ce qu'elle a suscité votre curiosité? Deuxième critère, la vulgarisation, notée sur 6 points également. La personne a-t-elle expliqué les concepts ou les idées dans un langage accessible? Les métaphores, s'il y en a, titres et exemples utilisés par la personne, sont-ils pertinents?
La diapositive qui est projetée en arrière-fond apporte-t-elle une plus-value à la vulgarisation du sujet? Troisième critère, la structuration de l'exposé, également notée sur 6 points. Plus particulièrement, la structure de l'exposé et l'enchaînement des idées ont-ils facilité la compréhension du sujet? La personne a-t-elle expliqué clairement les recherches qu'elle mène? Ou encore, les différentes parties de l'exposé sont-elles équilibrées? Introduction, développement, conclusion. Enfin, le quatrième critère, c'est celui du coup de cœur, qui vaut 2 points. Et le développement du critère, c'est un point particulièrement exceptionnel, a-t-il été noté dans la présentation de l'exposé. Et qu'en est-il des prix qui seront décernés aux lauréats du concours? Il y en aura 3 qui seront décernés par le jury lui-même. Le premier prix sera d'un montant de 1 000 francs, le deuxième d'un montant de 750 francs et le troisième d'un montant de 500 francs. Et il y aura votre prix, mesdames et messieurs, le prix du public, qui sera d'un montant de 500 francs. Comme vous l'aurez deviné, le chronomètre va occuper une place assez centrale ce soir, très centrale même. Voyons comment. Au signal du candidat, c'est lui qui donne le départ, le chronomètre démarre et le temps commence à s'écouler. Les choses vont aller très très vite. La tension monte, les chiffres passent au noir, puis au rouge, et c'est terminé au gong. Si vous parlez après ce fameux coup de gong, vous êtes disqualifié. C'est dur, je sais, mais c'est la règle impitoyable de ce concours. Donc vous voyez qu'on a tout mis en scène pour mettre une pression maximale sur nos candidates et candidats, mais ce sont des pros. Ils vont vous le prouver ce soir et ils vont parfaitement relever ce défi. Sans plus attendre, j'invite le premier candidat, M. Nicolas Tchoumi, à faire sa présentation. Nicolas est rattaché à la faculté de droit, des sciences criminelles et de l'administration publique. Il y effectue une thèse en droit intitulée « Le corps humain après la mort, le statut du cadavre en droit suisse ». Notre histoire commence en pleine nuit, le 1er mars 1978, dans le cimetière de Corsier-sur-Vevey. 2 hommes s'arrêtent devant une tombe. Ils commencent à creuser, déterrent un cercueil et s'en vont. Mais qui se trouve dans le cercueil? C'est le corps de Charlie Chaplin. Sa dépouille vient d'être volée. Les malfrats vont demander une rançon. Mais au fait, s'agit-il d'un vol ou d'un enlèvement? Les juristes sont des gens ordonnés. Ils aiment que chaque chose entre dans une catégorie, donc dans une boîte. Dans notre cas, le droit dispose de 2 boîtes. Dans la première, on trouve les choses, c'est-à-dire des objets matériels, délimités, impersonnels et maîtrisables, comme une chaise, une lampe ou un bâtiment de l'université. Dans la seconde, on range les personnes, c'est-à-dire des êtres humains vivants, comme vous et moi. Le comble de notre histoire, c'est que le cadavre, lui, qu'il soit dans un cercueil ou non, n'entre dans aucune de ces boîtes. Mais alors, pour le droit, qu'est-ce qu'un cadavre? Que peut-on faire avec lui? Qui peut décider de son sort? Pour répondre à ces questions, je me suis plongé dans les lois suisses. J'ai analysé les normes qui réglementent le statut du cadavre. Et il y en a plein. Sur la transplantation d'organes, sur les autopsies, sur les examens génétiques, sur les cimetières. Mais rien ne nous dit clairement si le cadavre reste juridiquement une personne ou s'il devient une chose. J'ai aussi analysé la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux et les publications scientifiques juridiques, la doctrine. En plus de ces milliers de pages à lire, je suis allé interviewer des gens qui travaillent avec des cadavres. Médecins, médecins légistes, croque-morts et bien d'autres, pour confronter la théorie à la pratique. Au final, j'arrive à la conclusion que si le cadavre est une chose en soi, on ne lui applique pas pour autant les règles habituelles des choses. Il est en fait protégé un peu comme une personne. Chacun peut de son vivant décider du sort de son corps après sa mort. Mais souvent, la personne n'a pas exprimé de volonté.
C'est alors assez proche de décider. S'il n'y en a pas, l'État assure une sépulture décente. Pour revenir à notre histoire, les 2 malfrats ont finalement été arrêtés et le cercueil retrouvé. Ils ont été condamnés, ni pour vol, ni pour enlèvement, mais pour atteinte à la paix des morts. Et Charlie Chaplin? Je vous rassure, il repose à nouveau dans le cimetière de Corsier-sur-Vevey, mais sous une dalle de béton armé. La candidate suivante, Madame Roxane Moritz, effectue une thèse en microbiologie à la faculté de biologie et de médecine qui a pour titre « Impact de l'environnement sur le transfert d'un élément intégratif et conjugatif chez Pseudomonas ». J'ai un super pouvoir. Je l'ai hérité de mes parents et un jour je le transmettrai à mes enfants. Mais comme il est dans mon ADN, il m'est malheureusement impossible de vous le transmettre ce soir. C'est de la génétique. Et le principe de l'hérédité chez l'humain, j'imagine que vous connaissez. Moi, ce soir, en tant que microbiologiste, je suis venue vous parler de la génétique des bactéries. Bien que minuscules, les bactéries croissent et se multiplient à des cadences infernales. Ce sont les organismes les plus nombreux sur Terre. On en retrouve absolument partout. Mais je vous rassure tout de suite, la plupart sont inoffensives et certaines sont même indispensables à notre survie. Chez les bactéries, pas besoin d'un papa et d'une maman. C'est une seule bactérie, appelée cellule mère, qui donne naissance à 2 cellules filles identiques. Au niveau du brassage et de la diversité génétique, c'est pas le top. Mais 2 bactéries, contrairement à vous et moi, lorsqu'elles se retrouvent côte à côte, elles sont naturellement capables de s'échanger de l'ADN et donc de partager leurs super pouvoirs. De cette façon, elles peuvent acquérir tout au long de leur vie de nouvelles compétences et évoluer très rapidement. Par exemple, elles peuvent devenir résistantes à un antibiotique en l'espace de quelques minutes. Pour ma thèse, j'ai décidé d'étudier cette incroyable capacité d'échange d'ADN entre les bactéries. Je m'intéresse à un super pouvoir très particulier qui permet à la bactérie de manger un polluant. Au laboratoire, j'observe le comportement des bactéries dans différentes conditions. On a remarqué que l'échange du super pouvoir que j'étudie se fait uniquement dans des conditions très particulières. Et c'est seulement une toute petite partie de la population qui est d'accord de partager ce pouvoir. La majorité des bactéries gardent ce pouvoir uniquement pour elles. Le but de ma thèse est de comprendre quels sont les facteurs environnementaux et physiologiques qui influencent cette disparité. J'ai également découvert que les bactéries sont capables de faire des copies de ce super pouvoir et donc de le distribuer simultanément à plusieurs voisines. Cette recherche permettrait dans l'avenir d'avoir un outil naturel et hautement efficace pour modifier génétiquement les bactéries directement dans leur habitat naturel. Par exemple, lorsqu'un pétrolier fait naufrage et déverse d'énormes quantités de pétrole dans l'océan, on pourrait facilement délivrer aux bactéries déjà présentes dans l'océan la capacité de manger le pétrole et ainsi décontaminer la zone de manière rapide, efficace et peu coûteuse. L'étude de ce monde invisible me passionne. Les bactéries, pourtant si petites, ont des compétences incroyables et par leur nombre, elles dominent le monde. Alors ce soir, je vous le demande, au lieu de les craindre, pourquoi ne pas en faire nos meilleurs alliés ? Notre 3e candidat est M. Quentin Galéa, qui nous vient de la Faculté des hautes études commerciales, HEC, où il vient d'achever sa thèse en économie politique qui a pour titre « Armes et guerres, mesurer l'effet des transferts d'armes sur les conflits internes ». Voici Mohamed Farah Abdi, 12 ans et enfant soldat en Somalie. Vous pensez que la guerre c'est lointain ? Et pourtant, combien de réfugiés qui ont fui ces guerres avons-nous croisés aujourd'hui sans même y penser ? Des femmes, des hommes, des enfants qui ont vécu un voyage traumatisant, qui souvent vivent dans des conditions précaires et qui peut-être étaient assis à côté de nous dans les transports aujourd'hui.
Me faisant cette réflexion, il y a 5 ans, je réfléchissais aux causes des guerres, et plus particulièrement à qu'est-ce qui lie les pays développés aux conflits en Afrique subsaharienne, par exemple. La réponse, le commerce, et plus particulièrement un commerce très profitable, celui des armes, comme la Kalachnikov que Mohamed tient sur cette photo. Ce que nous appelons les petites armes et armes légères sont les armes les plus meurtrières de l'histoire récente de l'humanité, causant en moyenne 1 mort par minute. Suite à ce constat, je décidai de focaliser ma thèse de doctorat en économie sur l'étude du lien entre le commerce de ces armes et les conflits dans le monde. En me penchant sur cette question, j'ai rapidement découvert que malgré l'existence de traités internationaux pour contrôler ces armes, ce commerce continue de poser de graves problèmes, comme par exemple avec les exports d'armes massifs en provenance du Royaume-Uni pour l'Arabie saoudite, accusée d'alimenter le conflit au Yémen. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que ces traités ne semble-t-il pas suffisant? Eh bien, en partie, car jusqu'à ce jour, personne n'avait réussi à mesurer un lien de cause à effet entre la violence et les exports d'armes. En effet, lorsqu'un conflit éclate, la demande d'armes augmente, et donc il y a plus d'armes parce qu'il y a un conflit. Étant donné que armes et conflits s'influencent simultanément, impossible de séparer la cause de l'effet. Du moins, jusqu'à ce que je trouve une solution statistique à ce problème. J'ai observé que lorsqu'un pays producteur d'armes part en guerre, cela crée une pénurie de ces armes sur le marché international. Par exemple, lorsque les États-Unis se sont déployés en Irak et en Afghanistan, la pénurie était si grave que les forces de police aux États-Unis n'avaient plus assez de munitions pour s'entraîner correctement. Je peux donc utiliser ce type de pénurie pour observer l'impact d'une réduction des armes sur l'évolution de conflits ailleurs dans le monde. Par exemple, sur le conflit indépendantiste en Angola, au même moment, étant donné que la cause de la pénurie n'est pas directement liée à la situation géopolitique en Angola, je peux me débarrasser de ce problème de simultanéité et mesurer un lien de cause à effet. En utilisant cette idée, 20 ans de données mondiales et un modèle statistique, j'ai pu démontrer que oui, les exports d'armes augmentent le nombre et l'intensité des conflits dans le monde. Et plus particulièrement, mon modèle prédit que si les pays européens arrêtaient d'envoyer des armes pendant ne serait-ce qu'1 an en Afrique, cela réduirait le nombre de réfugiés d'un demi-million. Alors ces conflits sont-ils vraiment si lointains? J'appelle sur scène la candidate suivante, Madame Mélanie Lancien, qui est rattachée à la faculté des lettres et qui va nous présenter son travail de thèse en sciences du langage et de l'information qui est intitulé « Le rôle de la réduction phonétique dans l'expression de la distance sociale, étude acoustique des voyelles du français québécois dans différentes situations de communication ». Dites, vous faites des efforts avec votre meilleure moitié? Oui? Non? Vous avez envie de dire oui, hein? En fait, ce serait plutôt non. En tout cas, pas toujours. On a tous déjà remarqué qu'on articulait mieux lorsque l'on s'adresse à un étranger ou à son patron. Et on a tous aussi déjà entendu nos parents soupirer « Mais articule quand tu parles ». Pour comprendre ce phénomène, il faut aller bien au-delà des mots et observer la structure acoustique de la parole. Plus précisément, observer la taille de l'espace acoustique occupé par les voyelles, que l'on peut calculer grâce aux ondes de parole. Si cet espace est grand, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts. S'il est petit, c'est que vous n'en avez pas fait. Dans ma thèse, j'ai cherché à démontrer ce lien entre l'affection et l'articulation. Pour cela, j'ai demandé à des couples de Québécois de venir jouer à un jeu, ensemble, puis avec 2 inconnus, un collègue québécois et moi qui viens de France. Alors pourquoi des Québécois? Eh bien simplement parce que les Québécois ont 12 voyelles de plus que les Français. Vous savez, comme les diphtongues par exemple, dire père au lieu de père. Et je voulais savoir ce qu'ils allaient faire de ces voyelles que je ne comprends pas. J'ai donc enregistré puis analysé acoustiquement une trentaine d'heures de parole, soit environ 180 000 voyelles. Et grâce à des modèles statistiques, j'ai pu démontrer une nette tendance. Lorsque l'on est en couple, on parle 10 fois plus vite, et l'espace acoustique est 13% plus réduit que lorsque l'on s'adresse à un inconnu. Quant à la différence culturelle, elle se voyait effectivement dans ces 12 voyelles que je n'ai pas et que les Québécois ont. Avec moi, française, ils gardaient le lexique,
Une voiture était donc toujours un char, mais bien prononcé char à la française et pas char à la québécoise. Alors pourquoi toutes ces adaptations? Eh bien simplement parce que l'humain est un animal social. Nous faisons tous, toujours, notre maximum pour aider les autres. Lorsque vous êtes en couple, la proximité vous fait co-construire des habitudes langagières. Vous n'avez donc pas besoin de faire d'efforts, le moindre grognement sera compris. En revanche, avec un inconnu, vous n'avez pas cette base commune. Alors vous faites des efforts, vous l'aidez à comprendre. Et si cette personne vient d'une autre origine culturelle, vous pouvez aller jusqu'à changer le timbre de vos voyelles. Mais à quoi ça sert tout ça exactement? Eh bien, on pourrait envisager d'entraîner une intelligence artificielle qui pourrait, simplement au son de votre voix, déterminer si vous vous adressez à votre collègue ou bien à votre amant. Mais en attendant, ce soir, en rentrant à la maison, vous pouvez commencer par observer votre partenaire. Et si il ou elle parle très vite et articule mal, eh bien, c'est tout simplement parce que cette personne vous aime. J'invite maintenant notre 5e candidate, Madame Tatiana Smirnova, à faire sa présentation. Tatiana travaille à la Faculté des sciences sociales et politiques sur une thèse intitulée « L'événement social et culturel à l'ère des réseaux sociaux numériques, le cas de la fête des vignerons ». Fermez les yeux et imaginez-vous en 2019. Quel est votre plus beau souvenir? Bon, revenons au présent. Pour moi, 2019, c'est la fête des vignerons à Vevey. Un festival avec 1000 figurants qui glorifient la culture de la vigne, qui ne portent pas encore de masque et ne pensent pas à la distance. Dans la fête, j'étais bénévole de l'équipe des réseaux sociaux. Je revois l'image d'un enfant sur les épaules de son papa avec un smartphone en main. Le garçon, qui s'appelle Marc, regarde avec un grand intérêt les parades des 40 vaches. Il prend une photo d'un armaillé en costume traditionnel et l'envoie par WhatsApp à sa maman. 2 générations sont connectées dans cette image. Une génération qui a inventé les réseaux sociaux numériques et celle qui a presque né avec un profil Facebook. Je souhaite comprendre en quoi le recours aux réseaux sociaux transforme l'organisation, le déroulement et la mémoire de cette fête. Transforme-t-il aussi notre société et nous-mêmes? Pour ma thèse, je voyage dans le monde virtuel de la fête. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. J'ai parlé avec les utilisateurs comme Marc et ses parents. J'ai tenu un journal. J'ai essayé de capturer tous les détails concernant les réseaux sociaux. Où j'en suis? Une énorme archive de données qualitatives et quantitatives, unique dans son genre, qui servira ma recherche, les sciences et les futurs organisateurs de cette fête. En tant que sociologue, je travaille maintenant avec ce que j'appelle les particules de cette archive. Une particule, c'est par exemple un hashtag, une publication ou un message que Marc a envoyé à sa maman. J'essaie de comprendre la structure et les propriétés de ces particules. Elles sont pour moi comme une molécule pour un chimiste ou une cellule pour un biologiste. Savez-vous, par exemple, quels sont les emojis très populaires lors de la fête des vignerons? Oui, presque. Une grappe de raisin et une vache. Que peuvent dire de nous toutes ces réactions aux réseaux sociaux? Nos smiles, like, dislike. Est-il facile pour chercheurs copier nos données et comment ces données peuvent être interprétées par les générations futures? Les générations passées, nous sommes laissés des messages sur les murs des grottes, sur des tablettes en pierre, dans des livres. Le message le plus important de Marc à ses enfants sera peut-être tracé sur les réseaux sociaux. Voilà le champ d'exploration que les sociologues doivent encore mettre au jour et je suis heureuse d'y participer. Je m'arrête là. N'hésitez pas à mettre vos pouces vers le haut si vous avez aimé cette présentation. Merci et belle soirée. J'appelle la candidate suivante, Madame Vania Sondo. Vania est rattachée à la faculté de biologie et de médecine et va nous parler de sa thèse en sciences infirmières qui est intitulée « Les conséquences de l'accouchement traumatique sur la santé des parents et de leurs enfants ».
Donner la vie. Quoi de plus beau? C'est ce qu'on a toutes et tous envie de croire. Mais le rêve, parfois, vire au cauchemar. Pleurs, perte de plaisir, inquiétude, flashback liés à la naissance. Voilà la réalité d'une mère sur 5. Les 3 troubles les plus fréquents après un accouchement sont la dépression, l'anxiété et le stress post-traumatique. Les mères avec des signes d'une dépression n'ont plus de plaisir pour quoi que ce soit. L'anxiété, quant à elle, se manifeste par une inquiétude permanente pour elles ou leur bébé. Et enfin, les mères avec des signes d'un stress post-traumatique ont des flashbacks ou des cauchemars liés aux moments difficiles de leur accouchement. Et saviez-vous que ce mal-être pouvait influencer le développement du bébé? Et notamment avoir des conséquences sur son sommeil. Et on sait bien à quel point un sommeil de qualité est important pour bien grandir. La manière dont ces 3 troubles influencent le sommeil du bébé n'est pas claire. Alors, en tant que psychologue, je me suis interrogée. Y aurait-il un point commun entre ces 3 troubles qui seraient déterminants dans les problèmes du sommeil des bébés? Eh bien, mon hypothèse, c'est que ce serait la tristesse de la mère. En effet, peu importe ce dont elle souffre, souvent ces mères pleurent beaucoup et sont malheureuses. Et c'est là où ma thèse est innovante, puisque c'est une première d'étudier le sommeil des bébés sous cet angle. J'ai ainsi demandé à plus de 400 mères provenant de toute la francophonie de répondre une fois sur Internet à des questions sur leur mal-être et le sommeil de leur enfant, âgé alors de 3 à 12 mois. Mes résultats provisoires suggèrent que la tristesse de la mère serait effectivement le nœud du problème. Concrètement, le bébé a besoin de l'aide de sa maman pour gérer ses émotions. Ainsi, une fois calmé et rassuré, il peut dormir paisiblement. Mais imaginez comme c'est difficile de réconforter son bébé lorsqu'on se sent triste. Le résultat, ce serait que le bébé n'acquiert pas les armes nécessaires pour apprivoiser son sommeil. De ce fait, pour résoudre les problèmes de sommeil du bébé, il faudrait davantage se centrer sur sa maman et sur sa tristesse. À vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui vous sentez concernés, sachez qu'être malheureuse après avoir accouché est fréquent. Et malheureusement, oui, cela peut avoir des conséquences sur votre bébé. Par contre, lorsque l'aide appropriée est proposée, la famille peut s'en remettre rapidement, d'où l'intérêt de ma thèse. Parce qu'au final, ne serait-ce pas magnifique si ces mères pouvaient trouver qu'avoir un bébé est aussi la plus belle chose du monde? Merci. Avec le dossard numéro 7, nous avons M. Dylan Bovet, de la Faculté des Lettres. Il va nous parler de sa thèse en archéologie et sciences de l'Antiquité, intitulée « La langue poétique des inscriptions latines en distiques élégiaques, rythme, performance, anthropologie ». Amour rime avec toujours. Une équation un peu cliché, mais ça sonne bien, non? Cette phrase fait partie d'un inconscient collectif, le nôtre. On aurait pu l'écrire sur les murs des toilettes il y a 20 ans, lorsqu'on avait encore un stylo sur soi, ou peut-être aujourd'hui dans un tweet. La question c'est pourquoi cette rime plus qu'autre chose? Début de réponse, c'est poétique, c'est rythmé, et ça claque. Eh bien maintenant, faites un bond de 2000 ans en arrière, même idée, mais en latin. Voilà ce que je fais dans ma thèse. J'étudie la poésie, celle qui n'est pas dans les livres, mais que l'on trouve un peu partout, sur les murs, sur les pierres tombales. On parle d'épigraphie. Quel rapport avec les tweets d'aujourd'hui? Eh bien, cette poésie épigraphique fonctionne un peu de la même manière. Des portions de textes brefs sont repris en écho et dispersés à l'échelle de l'Empire, de Rome à l'Helvétie, de la Bretagne à la Grèce. Elle voyage, et moi je la traque sur son parcours pour tenter de comprendre comment et pourquoi les Romains faisaient de la poésie. Mon horizon, 700 inscriptions que j'ai collectées, traduites en français, et entrées dans une base de données pour les visualiser sur une carte géographique. Je me suis ensuite intéressé à la métrique, c'est-à-dire à la composition des vers, pour découvrir comment ces textes sont fabriqués et comment ils sont reliés entre eux. Aucune
poésie connue, mais une poésie populaire faite de maladresse, de traits de génie et de plagiat. Mais ne leur jetez pas la pierre, le plagiat fait partie de l'exercice. Grâce à ces données, j'ai pu suivre la trace d'une véritable langue poétique dans le choix des mots, des tournures et des rythmes. Jusqu'ici, peu de gens s'y étaient vraiment intéressés, car il ne s'agit pas de la grande littérature. Pourtant, cette poésie est présente partout et bien visible. Elle reflète une société. Un peu comme les tweets reflètent la nôtre, d'ailleurs. Par conséquent, ces textes sont pris dans un véritable code culturel, avec ses modes. Ils sont à la fois lus, dits, inscrits, écoutés, copiés, collés dans une performance toujours renouvelée. Et c'est l'aspect humain qui est intéressant et qui en fait une véritable enquête anthropologique. Prenez une stèle romaine. Sur la pierre, une inscription. On la lit, on la relit, on la re-relit et à force, ça rentre dans la tête. Et quand il faut écrire quelque chose ailleurs, c'est peut-être ce morceau de verre qui vient à l'esprit. Sit tibi terra levis, que la terre te soit légère. Pas besoin d'iPhone, juste de sa mémoire pour faire voyager les textes par cailloux interposés. C'est ce réseau social, poétique, en latin que j'ai tenté de démêler. Résultat, épitaphe après tweet, 2000 ans plus tard, s'appelait encore autant de voir qu'amour rime avec toujours. J'invite maintenant M. Ahmed Agil à faire sa présentation. Ahmed est rattaché à la faculté de droit des sciences criminelles et de l'administration publique et il y effectue une thèse en criminologie intitulée « Mobilisations et violences politico-idéologiques en lien avec le monde arabe ». Un mardi, en 2001, les tours jumelles s'effondrent. Tout le monde s'en souvient. Après ce tragique 11 septembre, on nous a fait croire, même dans le monde académique, que tenter de comprendre reviendrait à justifier, à excuser. Mais comment trouver des solutions à un problème sans une analyse approfondie de ses causes? J'ai voulu comprendre. Et pour cela, je suis allé parler aux premiers concernés, ceux qu'on appelle les terroristes. Dans ma thèse, j'ai rencontré des sympathisants de Daesh, des anciens membres d'Al-Qaïda, des personnes qui se disent djihadistes. Et j'ai croisé leurs récits avec ceux de militants qui luttent pour des causes similaires, mais de manière non violente. 3 ans de recherche dans 3 pays, au Liban, en Suisse, au Canada, une centaine d'entretiens, des observations et des immersions sur le terrain pour essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi la violence? Après mes premiers entretiens, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit « Si tu pars à la quête du crime, prépare-toi à trouver la souffrance. » Car j'ai trouvé beaucoup de souffrance, de douleur, d'humiliation, vécues soit directement, soit indirectement à travers les histoires de proches, les images à la télé, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Bombes, massacres, viols de femmes et d'enfants innocents. Un va-et-vient entre analyse et entretien et l'image se clarifie. Un profond sentiment d'injustice est au cœur de l'engagement dans la violence, qui semble d'ailleurs passer par 3 phases clés. Identifier une injustice, s'approprier cette injustice et se responsabiliser face à cette injustice. Dans une logique jusqu'au boutiste, ces engagés veulent aller au-delà des seules paroles et tout sacrifier pour leur idéal de justice. Un de mes enquêtés m'a dit « Je suis un fan d'Oussama Ben Laden ». Ça semble incompréhensible. Comment vénérer quelqu'un qui revendique la mort de plus de 3000 civils? C'est parce qu'il se voit comme David, un humain, qui a marqué un coup contre Goliath, le monde occidental, grand, puissant et violent. Exécution extrajudiciaire, extradition illégale, torture, la prison d'Abu Ghraib, le camp de Guantanamo. Si des chefs d'État peuvent accepter des soi-disant dommages collatéraux au nom de la sécurité, pourquoi lui, petit combattant, devrait-il épargner les civils? Voyez-vous sa logique? Rien ne justifie de tuer des personnes innocentes, quelle que soit l'injustice ressentie. Si mes recherches mettent une chose en évidence, c'est que c'est la terreur qui fait naître la terreur. Quelle erreur donc de croire qu'on peut combattre la terreur par la terreur. Or, un mardi, en 2003, une ville, Bagdad, s'effondre. Qui s'en souvient?
Cher public, après les prestations de nos 8 premiers et premières candidates et candidats, vous rappelez-vous bien qui a dit quoi? Quelle tenue vestimentaire associée à quel visage et à quelle thématique de recherche? Pas sûr, n'est-ce pas? Je crois qu'il est temps de faire un petit résumé des exposés que nous avons entendus jusqu'ici, histoire de faire le point et de vous laisser le temps de choisir votre candidate ou candidat préféré parmi ce premier groupe de concurrents. Je vais donc les lister. En premier lieu, Nicolas a fait la lumière sur le statut juridique des cadavres en droit suisse. Roxane a évoqué la transmission de super-pouvoirs entre bactéries. Quant à Quentin, il a démontré le lien entre l'importation d'armes et les guerres civiles. Mélanie nous a fait prendre conscience que nous articulons moins avec nos proches qu'avec des inconnus. Tatiana a parlé de l'importance des réseaux sociaux dans les grands événements tels que la fête des vignerons. Vania, quant à elle, s'est intéressée aux problèmes de sommeil des bébés et plus particulièrement à l'impact du mal-être de leur mère après un accouchement. Dylan a évoqué la diffusion des épitaphes d'une région à l'autre dans l'Antiquité. Quant à Ahmed, il a évoqué ce qui pousse des citoyens à s'engager dans des mouvements violents tels que le djihadisme. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons passer sans plus attendre au deuxième groupe de candidates et candidats. Et j'invite Madame Marion Aruano à faire sa présentation. Marion effectue sa thèse en sciences de la vie à la faculté de biologie et de médecine avec pour titre « Étude des mécanismes de résistance aux antifongiques d'Aspergillus fumigatus ». Votre corps, c'est une banque. Une banque pleine de richesses qui intéresse de nombreux êtres vivants microscopiques. Parmi eux se cachent des champignons, dont un appelé Aspergillus fumigatus. Mais appelons-le asper. Il ressemble un peu à un brocoli minuscule, avec des spores présents dans l'air que l'on respire. Et comme un cambrioleur, il convoite les trésors de votre corps. Heureusement, vous possédez un système de sécurité, le système immunitaire. Il attaque Asper, le détruit et vous protège. Mais pour une petite partie de la population, comme ce petit garçon atteint de leucémie, ou cette patiente ayant reçu une greffe, il n'y a pas de système de sécurité. Asper se transforme, il envahit les organes du corps et peut entraîner la mort. Il passe alors de cambrioleur à preneur d'otages et parfois tueur à gages. Pour l'éliminer, on utilise des antifongiques. Ils pénètrent à l'intérieur d'Asper et le détruisent. Le problème, c'est qu'il en existe peu et qu'Asper est devenu résistant à ces antifongiques. Comment ça? Eh bien, à force d'être en contact avec ces antifongiques, présents aussi dans l'agriculture, pour traiter les champs, Asper s'est adapté pour mieux résister. Dans le cadre de ma thèse en microbiologie, je m'intéresse à ces mécanismes de résistance. J'ai créé au laboratoire un Asper résistant au traitement. Je l'ai ensuite comparé à un Asper sensible aux antifongiques pour voir ce qui avait changé au niveau de l'ADN et des protéines qui le composent. Qu'est-ce qui a bien pu le rendre résistant ? J'ai découvert que ce qui le rendait si fort, si résistant, était qu'il possédait de nombreux transporteurs. Ces transporteurs sont présents le long de son organisme, un peu comme des pores sur la peau. Ils permettent d'importer des nutriments, mais en plus vont sauver Asper en expulsant les antifongiques hors de son organisme. Ainsi, Asper s'en sort avec seulement quelques sueurs froides. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi pu identifier les éléments qui contrôlaient ces transporteurs, ceux qui étaient aux commandes, que l'on appelle facteurs de transcription. Grâce à ces recherches, nous avons pu identifier de nouveaux composants impliqués dans la résistance aux antifongiques. Ces nouveaux composants deviendront par la suite des cibles pour de nouveaux médicaments qui permettront d'améliorer le traitement des patients malades. Ces patients pourront alors à nouveau profiter de toutes les richesses que ce monde a à leur offrir.
Autour de notre candidat numéro 10, M. Johan Tennesi, de la faculté de biologie et de médecine, de nous parler de sa thèse en neurosciences, cette fois, qui est intitulée « Implémentation d'un protocole de stimulation cérébrale profonde en boucle fermée pour réduire les troubles de la marche chez les patients atteints de la maladie de Parkinson ». À l'école, j'avais un vieux professeur de musique. Un professeur pas comme les autres. Son visage était un peu éteint. Ses mouvements étaient lents, il tremblait du bout des mains, et parfois, il se bloquait devant les portes comme si ses jambes étaient collées au sol. Il est atteint de la maladie de Parkinson. Peut-être connaissez-vous, comme moi, un professeur, un grand-père, un ami affecté par Parkinson. 10 millions de personnes en souffrent à travers le monde, et 2% d'entre nous la développeront lorsque nous aurons plus de 65 ans. Si à l'époque, j'avais pu voir à travers le crâne de mon professeur, j'aurais vu des neurones en train de mourir. Les neurones qui fabriquent la dopamine. Cette petite molécule est comme un chef d'orchestre pour le cerveau. Elle coordonne les harmonies des différents instruments en une symphonie qui nous fait marcher, bouger et sourire harmonieusement. Mais lorsque ce chef d'orchestre, maestro dopamine, n'est plus là, certains neurones se mettent à jouer n'importe quoi. Nommons-les arbitrairement les altos. Ils se mettent tous à jouer une seule et même note, si fort qu'elle résonne à travers tout le cerveau, et provoque des tremblements dans les mains, de la lenteur dans les mouvements et du blocage à la marche. Alors comment les calmer? Eh bien, soit on peut introduire un chef d'orchestre temporaire dans l'orchestre en mangeant de la dopamine, soit placer une caisse claire au milieu des altos. Alors vous me demanderez certainement comment placer une caisse claire à l'intérieur d'un cerveau, et je ne vous en veux pas de manquer de sens pratique. Voici donc un petit tutoriel de neuro-ingénierie. Munissez-vous d'un patient volontaire et bien éveillé, d'un pacemaker et d'une perceuse. Percez amoureusement 2 trous au sommet du crâne du patient et insérez dans chacun un fil jusqu'au fond du cerveau, dans cette zone jaune où se cachent les altos. Envoyez avec le pacemaker 130 décharges électriques par seconde pour les calmer. Refermez le tout et laissez repartir le patient. Sur 1 million de patients affectés par la maladie de Parkinson, vous pouvez en croiser 200 000 qui se baladent avec un implant dans le cerveau. Cette technologie s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Mais il ne se balade pas l'air de rien, car si cette technologie améliore les tremblements, la fluidité des mouvements, elle n'aide pas beaucoup pour la marche. Ma thèse consiste à développer une intelligence artificielle pour aider les patients affectés par la maladie de Parkinson à mieux remarcher. Je développe un programme capable d'écouter les altos et capable, car je l'entraîne, de détecter quand il joue une note qui bloquera les jambes du patient et d'ordonner immédiatement à la caisse claire de jouer à un rythme qui fera remarcher le patient. Avec cette technologie, j'espère, peut-être, permettre un jour à mon professeur de musique de revenir aux répétitions. J'appelle maintenant le candidat avec le dossard numéro 11, M. Jin-Soo Lee. Jin-Soo nous vient également de la faculté de biologie et de médecine où il réalise une thèse en microbiologie intitulée « Mécanisme de la résistance aux azoles chez Candida auris ». Moi, Candida auris, je suis un champignon de la famille des levures. Mais attention, je ne suis pas pour la bière, car je peux provoquer des infections invasives chez vous. Par exemple, je m'infiltre dans votre sang. Je suis la star des champignons, et les médias m'appellent Super Fungus. Pourquoi les gens ont-ils peur de moi? Parce que depuis 10 ans, j'ai conquis tous les continents où j'ai provoqué des épidémies dans les hôpitaux. J'infecte surtout les patients qui sont déjà malades, et un patient sur 2 est mort à cause de moi. Pour me protéger, je produis une substance sur ma peau nommée égostéole. Les azoles, le médicament le plus souvent utilisé pour traiter les patients, inhibe l'égostéole. Mais ce qui les inquiète aujourd'hui, c'est que j'ai acquis très rapidement la résistance aux azoles. Du coup, je n'ai pas peur du tout et je vais continuer à vous menacer.
Ne vous inquiétez pas, moi, Jésus, votre rang chef, je vais vous protéger. Je fais un projet pour comprendre la résistance aux azoles chez candidat Oris et j'essaie de l'éliminer définitivement. Le problème, lui, c'est qu'il a su s'adapter et muter génétiquement. Par exemple, les costérols mutés évitent les azoles. Et moi, j'ai identifié une nouvelle mutation. Comment je l'ai trouvée? J'ai pris 2 souches de candidats Oris, une sensible, l'autre résistante. J'ai comparé les séquences génétiques et la différence correspond à la mutation présente dans la souche résistante. Ensuite, j'ai génétiquement modifié la souche sensible avec la mutation identifiée et la souche sensible est devenue résistante. Cette mutation est donc responsable de la résistance. De plus, je l'ai comparé avec les autres champignons et identifié un autre facteur, le gène nommé DAC1. Quand DAC1 est présent, la souche est résistante aux azoles. Quand je l'ai génétiquement effacé, la souche est devenue sensible. DAC1 est donc un interrupteur pour contrôler la résistance. Pour conclure, j'ai identifié 2 mécanismes pour la résistance aux azoles. La mutation dans la partie égostérol et aussi le gène DAC1. Oh mon Dieu! Désolé tout le monde. Je reprends ce que je viens de dire. Je commençais à avoir peur. Si tu as compris comment je me défends contre les azoles, c'est ça? Oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? C'est la fin pour moi. Nous allons maintenant écouter le candidat suivant, M. Julien Buchard. Julien est en faculté des SSP, Sciences sociales et politiques, où il prépare une thèse en sciences de l'éducation intitulée « L'impact des lesson studies sur l'estime de soi des enseignants et enseignantes, un outil de mesure ». Bonjour, je m'appelle Julien et je suis enseignant. Au début, j'avais choisi ce métier pour les vacances, en fait. Je ne pouvais pas me douter. Vous saviez, vous, que 40% des enseignants sont en burn-out? 40%. En cause, le sentiment de solitude et l'estime de soi. Parce que quand la porte de ma classe se referme, je suis seul. Avec 22 élèves, oui, mais profondément seul. Et peu importe la nuit que j'ai passée ou mon humeur du jour, je dois assurer. Et là, il y a des jours où je ne me sens pas à la hauteur. Des jours où l'estime de soi en prend un coup. Je ne peux pas savoir si j'ai vraiment aidé chacun de mes élèves à comprendre la règle du pluriel, à se sentir bien dans sa peau, à apprendre, à se développer. Pourtant, en vrai, c'est pour ça que j'avais choisi ce métier. Alors j'ai cherché s'il existait d'autres façons de faire mon travail susceptibles d'atténuer ce sentiment de solitude et par là même d'augmenter l'estime de soi. Et j'ai vu que les enseignants japonais pratiquent la Jagyo Kenkei. La Jagyo Kenkei, en anglais, lesson study. En français, on traduirait ça par étude ou analyse collective d'une leçon. Dans ma thèse, j'ai cherché à savoir si cette façon de travailler pouvait avoir une influence sur l'estime de soi. Parce que depuis 150 ans, quand un enseignant japonais veut apprendre à gérer une difficulté, il fait une Jagyo Kenkei. Il réunit quelques-uns de ses collègues pour mener une recherche sur le sujet. Alors ils s'informent, ils se documentent, ils lisent des bouquins, des articles, bref, ils construisent leur cadre théorique. Ensuite, ensemble, ils planifient une leçon de 45 minutes pour mettre en pratique une solution qui émerge de leur cadre théorique. Alors l'un des membres du groupe va donner cette leçon et les autres viennent dans sa classe observer comment les élèves réagissent à ces gestes pédagogiques qu'ils ont planifiés ensemble. Puis ils se retrouvent pour discuter ce qu'ils ont pu observer. Alors j'ai examiné 1771 questionnaires que j'ai fait passer à plus de 500 futurs enseignants vaudois pour mesurer leur estime de soi au début et à la fin d'une Jagyo Kenkei. Eh bien, figurez-vous que le fait d'analyser sa pratique en groupe augmente l'estime de soi. Que le fait de guider cette analyse à l'aide d'un cadre théorique partagé
augmente encore plus l'estime de soi, que le fait de focaliser cette analyse sur l'observation des élèves augmente encore l'estime de soi, bref, que la Jaegyo Kenkye augmente l'estime de soi. Jaegyo Kenkye. Et si finalement, pour ne plus se sentir seul, il suffisait d'être à plusieurs? J'invite maintenant Madame Jessica Lavier à faire sa présentation. Jessica travaille elle aussi à la faculté de biologie et de médecine, particulièrement bien représentée ce soir, je dois dire. Elle y effectue une thèse en sciences de la vie intitulée « Effets thérapeutiques de l'exercice à différentes intensités et en hypoxie chez des modèles murins de pathologies humaines ». Faites du sport. Prenez les escaliers. Faites 10 000 pas par jour, c'est bon pour la santé. Ils sont bien sympas avec toutes leurs recommandations, mais je fais comment, moi? Confinée dans mon 24 mètres carrés? Tout ça pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Mais je crois que ça va à mon âge. Je suis encore loin de la crise cardiaque, non? Eh bien, figurez-vous que votre cœur et vos vaisseaux, c'est l'entretien de toute une vie. C'est comme une voiture, imaginez. Si vous ne la faites pas rouler, les systèmes s'encrassent et elle finit à la casse. Sauf que nous, notre système cardiovasculaire, impossible de le changer. On est coincé avec toute notre vie. Donc c'est quand même mieux d'en prendre soin, non? Allez, à vos baskets! Un exercice d'endurance comme la course est bénéfique pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Non mais sérieux, qui a envie de se contraindre à aller courir 3 fois par semaine pendant 1 heure? Perso, même si j'adore le bord du lac, mais rien que d'y penser, je suis fatiguée. Dans ma thèse, j'ai travaillé à l'intersection entre la biologie médicale et les sciences du sport. J'ai voulu essayer de trouver un autre type d'entraînement, moins contraignant, beaucoup plus stimulant, mais avec les mêmes bénéfices au niveau du système cardiovasculaire, si ce n'est plus, que d'aller courir 3 fois par semaine. Cet exercice, c'est l'exercice à intervalles de haute intensité. Un exercice dit fractionné. De courts efforts intenses, entrecoupés par des périodes de récupération relativement brèves. Et pour encore plus de bénéfices, je l'ai aussi testé en hypoxie. Vous savez, c'est quand il y a moins d'oxygène dans l'air, comme en altitude. Et ça, c'est bon pour nos vaisseaux. Pour tester cette hypothèse, j'ai coaché des souris. Je les ai dispatchées en 2 fois 2 équipes. Une équipe d'endurance, qui a couru longtemps à faible intensité, et une équipe de sprinteuses, un effort court mais intense. Chacune de ces 2 équipes a été placée en conditions normales d'oxygène et en hypoxie. Chez tous mes petits athlètes, j'ai mesuré un des principaux marqueurs du risque cardiovasculaire, la capacité de leur aorte à se dilater. J'ai ensuite effectué une analyse quantitative de toutes ces données à l'aide d'outils statistiques et j'ai obtenu les résultats suivants. Endurante ou sprinteuse, pas de différence quand la quantité d'oxygène est normale. Mais par contre, l'équipe de sprinteuses placée en hypoxie présente la meilleure dilatation vasculaire. La magie a opéré. Non seulement l'exercice a été plus court, mais il a été plus bénéfique. Bon, mais concrètement, dans mon 24 mètres carrés, voilà la recette de base de mon programme quotidien. 30 secondes à fond, 30 secondes de pause, squat, pompe, abdos, le tout pendant 30 minutes. Facile! Alors plus d'excuses, reste plus qu'à s'y mettre et avec le sourire. Au tour de M. Christian Buhlmann, doctorant à la faculté des SSP, Sciences sociales et politiques, de nous parler de sa thèse en sciences politiques, précisément intitulée « Des groupes inconciliables, les transformations des politiques de défense suisses de 1950 à 2008 sous l'angle du cadre des coalitions advocatives ». Il y a 20 ans, je ne portais pas une cravate et une chemise comme aujourd'hui. J'avais un béret noir, une tenue de camouflage et de lourdes bottes. Comme professionnel au département de la Défense, j'ai participé à la vaste réforme Armée 21, une réforme qui voulait transformer fondamentalement la politique de défense suisse pour l'adapter aux nouvelles menaces, les attaques cybernétiques, le terrorisme. J'attendais une mise à jour rapide, comme sur une app dans un téléphone portable. On pèse sur un bouton et paf, on a de nouvelles fonctionnalités.
La nécessité de la réforme semblait évidente. Mais je devais être un peu naïf, car ce ne fut pas le cas. Que s'est-il passé? Peu à peu, la réforme s'est enlisée et les transformations fondamentales sont restées dans des cartons poussiéreux. Pourquoi la Suisse a-t-elle tant de mal à réformer son armée? Il fallait que je perce ce mystère, alors à mon casque de Kevlar, j'ai rajouté une casquette de chercheur en sciences politiques et j'ai décidé d'étudier les 4 dernières grandes réformes de l'armée suisse entreprises depuis 70 ans. J'ai cherché des explications dans les bibliothèques universitaires. Quelle déception, je n'ai trouvé aucune réponse. Les études sur les armées étrangères professionnelles ne s'appliquaient pas. Une fois de plus, la Suisse est un cas particulier avec son système de milice. Comme Sherlock Holmes, j'ai lancé cette élémentaire, une enquête, et j'ai cherché des indices dans la littérature, dans les médias et également dans des interviews. Petit à petit, au fil de ma thèse, j'ai commencé à comprendre. L'armée suisse est un peu comme un arbre fruitier. Un cerisier, par exemple, s'adapte au rythme des saisons, mais le terrain dans lequel il est planté détermine sa croissance, on ne peut pas le changer. La neutralité et le système de milice sont un cadre qui limite la possibilité de développer l'armée. Que veut-on faire avec notre arbre? Veut-on manger ses fruits, produire du kirsch ou encore utiliser son bois pour faire une armoire? De même, les groupes militaires n'apportent pas des réponses uniformes aux menaces. Ils sont favorables à l'armée, mais pas à la même armée. Ils s'affrontent sur des croyances qui délimitent encore davantage les transformations militaires. Maintenant, je passe régulièrement de la tenue de camouflage au complet 3 pièces. Avec ma thèse, et c'est aussi quelque chose de nouveau, j'ai réussi à comprendre pourquoi il est si difficile de transformer l'armée. Ce n'est pas mettre à jour une happe ou couper des branches mortes. C'est transformer le paysage politique et aussi un peu transformer l'identité de la Suisse. J'invite maintenant l'avant-dernière candidate de ce concours, Madame Mélanie Hopp, de la Faculté de Biologie et de Médecine, à présenter sa thèse en sciences de la vie intitulée « Les voies de signalisation du stress associées à la croissance tumorale ». Vous voyez les 2 messieurs en costume cravate? Celui à l'arrière peut paraître effrayant, mais ne vous inquiétez pas, il ne l'est pas tant que ça. Ces 2-là ont par ailleurs un point en commun. Ils sont tous les 2 stressés. Et vous devez penser, en effet, celui à l'avant, on dirait qu'il a occupé son train alors qu'il avait une réunion importante. Mais celui à l'arrière, lui, il a l'air tout à fait confiant et serein. La différence entre les 2? Celui à l'avant représente une cellule, tout ce qu'il y a de plus normal, et celui à l'arrière, une cellule cancéreuse. Maintenant, s'il a l'air en apparence beaucoup plus serein que son voisin, il est en réalité bien plus stressé, car il vit dans un environnement hostile, dans lequel il n'est pas le bienvenu. C'est pourquoi il a appris à s'adapter, pour pouvoir survivre et proliférer. Mon rôle, en tant que doctorante en biologie fondamentale, c'est de comprendre comment il s'y prend, pour ainsi mieux l'en empêcher. À présent, vous imaginez bien, une cellule, ce n'est pas comme pour un être humain. Nous, on lit un livre, on fait une balade ou on boit un verre, et on finit par se détendre. Pour une cellule, le stress va agir comme un signal. Et ce signal va se relayer à différents acteurs au sein de la cellule, un peu comme un colis qui transite à la poste. Par acteur, j'entends principalement des protéines, qui ont différents moyens de se transmettre ce signal. Elles peuvent par exemple se lier, ou bien se modifier, ou même se couper entre elles pour transmettre le signal de l'une à l'autre. À la fin, ce dernier peut aboutir à 2 conclusions différentes. Soit le stress est gérable, et dans ce cas, les protéines vont guider la cellule vers un état normal, soit au contraire, il est ingérable, et dans ce cas, elles vont initier le suicide de la cellule, pour que cette dernière ne réclame pas trop d'énergie à notre organisme. Mais vous imaginez bien, une cellule cancéreuse n'a en aucune façon des pulsions suicidaires. Non, non, non. La cellule cancéreuse, lorsqu'elle reçoit un signal de stress,
Elle va manipuler les différentes protéines qui se le transmettent pour ne jamais aboutir à son suicide et toujours simuler un état normal. C'est pourquoi, dans mon laboratoire, je recherche les éventuelles protéines clés qui font basculer le signal côté survie ou côté suicide. Une fois que j'ai identifié un bon candidat, j'en prive la cellule cancéreuse. J'observe alors ce qu'il se passe lorsque je la traite avec des anticancéreux courants. S'il s'avère qu'ils sont plus efficaces en l'absence de cette protéine, alors j'ai peut-être identifié un nouveau candidat pour un potentiel nouveau traitement. Et c'est pourquoi je vous disais au début que ce cher monsieur n'a rien d'effrayant, car sans le bon partenaire, on peut en venir à bout. Et voici, mesdames et messieurs, le dernier candidat du concours MT180 2021, Monsieur Jonathan Save, ou Jonathan Save, qui nous vient également de la faculté de biologie et médecine. Jonathan prépare une thèse en sciences de la vie intitulée « Évaluation de la phagothérapie dans un modèle d'endocardite à Staphylococcus aureus ». Ah, je crois que je suis malade. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est très simple. Quand ça m'arrive, je vais voir le médecin et il me prescrit des antibiotiques. Mais vous souvenez-vous du slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique ?» En effet, plus on prend l'antibiotique, plus on augmente les probabilités que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Sachez que ceci est une des plus grandes menaces de notre temps. Nous savons que dans 30 ans, 50 millions de personnes mourront chaque année d'infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Imaginez la population de l'Espagne tout entière qui disparaîtrait chaque année. Il faut trouver de toute urgence des solutions pour traiter les infections bactériennes tout en réduisant la quantité d'antibiotiques utilisés. Et si je vous disais qu'on peut vous soigner en utilisant des virus? Non, partez pas, revenez, n'ayez pas peur. Je ne parle pas de virus comme le Covid-19 ou Ebola, mais une autre sorte de virus, des bactériophages. Phage signifie mangeur, bactério, bactéries. Ce sont donc des mangeurs de bactéries. Ces virus ciblent spécifiquement les bactéries et n'attaquent pas les cellules humaines. Merveilleux, n'est-ce pas? J'ai passé ma thèse à étudier si nous pouvions utiliser ces phages seuls ou en combinaison avec des antibiotiques pour traiter une maladie des valves du cœur appelée endocardite. Et la bactérie causant cette maladie est appelée Staphylococcus aureus. Dans un premier temps, je suis parti à la recherche de ces virus tueurs de bactéries. Je les ai isolés, puis testés contre 300 bactéries différentes pour n'utiliser que les meilleures. Une fois cela fait, j'ai opéré et infecté des rats pour déclencher la maladie des valves du cœur, puis je les ai traités avec soit uniquement les phages, soit uniquement l'antibiotique, ou les deux ensemble. Et voici ce que j'ai observé. En traitant avec uniquement les phages, eh bien, la bactérie, elle n'en avait rien à faire, elle continuait à se développer. En traitant avec une autre antibiotique trop petite, trop faible pour avoir un effet, bien évidemment, la bactérie n'était pas dérangée non plus. Cependant, quand on combine phages et antibiotiques, la bactérie se prend un sacré coup, et l'infection bactérienne est traitée dans la majorité des cas. La conclusion de cette expérience est que les phages augmentent grandement l'efficacité des antibiotiques. Ainsi, nous pouvons réduire les doses d'antibiotiques et donc la possibilité que les bactéries deviennent résistantes. En cette pleine période de pandémie, je peux vous assurer qu'il ne faut pas avoir peur de tous les virus. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, c'est très simple, car certains peuvent vous sauver la vie. Cher public, vous venez d'entendre 8 nouvelles présentations. Il est temps de refaire un point de situation pour vous permettre de consolider vos impressions. Ainsi, Marion a parlé des mécanismes de résistance d'un champignon infectieux aux antifongiques pour en venir à bout. Johan, quant à lui, a expliqué comment des stimulations cérébrales
peuvent améliorer la marche chez des malades du Parkinson. Jisoo s'est attaqué au mécanisme de résistance d'un autre champignon infectieux afin de trouver ses failles et de le combattre. Julien, quant à lui, a parlé de l'estime de soi des enseignants. Jessica a exposé les bénéfices de l'entraînement court et intensif sur notre système cardiovasculaire. Christian a expliqué pourquoi les réformes de l'armée sont difficiles à mener en Suisse. Mélanie, quant à elle, cherche à identifier des protéines qui participent à l'adaptation au stress des cellules cancéreuses. Enfin, Jonathan a étudié comment améliorer l'efficacité des antibiotiques en utilisant des virus. Mesdames et messieurs, cher public, êtes-vous au clair? Avez-vous bien remis un visage sur chaque présentation, chaque thématique de recherche? Le moment de choisir votre candidate ou candidat préféré est venu. Je vous invite à vous rendre à l'adresse qui est inscrite derrière moi pour effectuer votre choix. Le jury, quant à lui, va délibérer de son côté et la suite va se dérouler entre les candidates et candidats et le jury sur Zoom. Je tiens quant à moi à féliciter nos 16 brillants candidates et candidates qui, malgré les circonstances actuelles, ont tenu à participer cette année et nous offrir cette belle soirée en ligne. Un grand merci également aux membres du jury, ainsi qu'à nos partenaires, la Fondation CVCI et la FUNIL, sans oublier la CUSO, bien sûr. Nous vous invitons à visiter d'ici une trentaine de minutes la page internet de l'UNIL dédiée au concours et qui est affichée derrière moi, afin de connaître les gagnants des 3 prix du jury et la gagnante ou le gagnant de votre prix, le prix du public. C'est maintenant le moment de prendre congé de vous en vous remerciant de nous avoir suivis lors de cette soirée. Et bien entendu, que nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous voir en 2022 à l'UNIL, en vrai j'espère, pour la 6e édition du concours. Bonne soirée.